Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleur d'Avocat, le podcast où je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Pour ce 7e épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Maître Clarisse Bérébi, avocate au barreau de Paris depuis 2000, spécialisée en droit fiscal et en financement de l'innovation et associée du cabinet Bold qu'elle a cofondé en janvier 2018. Clarisse a eu 3 collaborations, une installation à son compte et plusieurs associations avant de cofonder Bold. Elle a également été élue au CNB, le Conseil national des barreaux, et est impliquée depuis longtemps à l'ACE, qui est le syndicat des avocats d'entreprise. Elle a partagé son expérience avec moi avec une grande générosité, et même si je sais que je dis ça à chaque fois, j'ai absolument adoré cet échange. J'espère sincèrement que cet entretien vous inspirera autant que moi, qui en suis sortie avec l'envie de vivre une vie professionnelle aussi riche que la sienne, à ma manière, évidemment. Bold est un cabinet d'affaires très présent dans le secteur des startups qui a choisi d'adopter les codes de ses clients. Les locaux du cabinet sont situés à Strasbourg-Saint-Denis. On y accède par une sorte de monte-charge qui débouche sur un salon cuisine. Là, un associé présente les services du cabinet à un jeune client autour d'une table basse, pendant que des collaborateurs échangent sur un contrat autour de la machine à café. Des vélos sont entreposés près du baby-foot. Des salles de réunion puis des bureaux suivent avec une déco industrielle un peu foutraque. Les uns et les autres vont et viennent en jean basket. Bref, on est loin de l'ambiance feutrée et un peu guindée des cabinets d'affaires que j'ai connus jusqu'à aujourd'hui, et vous entendrez d'ailleurs la vie du cabinet en fond sonore de notre discussion. Clarisse m'a été recommandée par Maître Noyem Tagian, collaboratrice chez Bold et auditrice de la première heure de Fleur d'Avocat, que je remercie au passage. La cooptation est ma manière préférée de recruter mes invités. Les personnes que vous, chers auditeurs, me recommandez ne me répondent pas toujours ou parfois ne souhaitent pas témoigner sur le podcast, mais sachez que je les contacte toujours et que c'est vraiment avec plaisir que je reçois vos suggestions. Du coup, j'ai pensé qu'un petit concours de Noël serait l'occasion parfaite de vous inviter à me recommander des fleurs d'avocat. Pour y participer, je vous donne rendez-vous jusqu'au 23 décembre à minuit sur la page Facebook ou Instagram de Fleurs d'Avocat ou encore sur ma publication sur LinkedIn. Il vous suffit de liker la publication correspondante et de taguer la fleur d'avocat que vous souhaiteriez entendre sur le podcast. Pour y participer, je vous donne rendez-vous jusqu'au 23 décembre à minuit sur la page Facebook ou Instagram de Fleur d'Avocat ou encore sur ma publication sur LinkedIn. Il vous suffit de liker la publication correspondante et de taguer la fleur d'avocat que vous souhaiteriez entendre sur le podcast. Le gagnant recevra un bouquet de fleurs d'une valeur de 40 € pour lui ou pour la personne de son choix. Ce bouquet est généreusement offert par Dahlia, D-A-L-I-A, qui est une application de livraison de fleurs hyper pratique et bien pensée que j'aime beaucoup et que j'utilise régulièrement. J'en profite d'ailleurs pour remercier Juliette Dussault, cofondatrice de Dahlia, pour cette chouette collaboration. Je précise tout de même que la fleur d'avocat nommée par le ou la gagnante ne sera en aucun cas obligée de témoigner si elle ne le souhaite pas, car l'idée n'est bien sûr pas d'embarrasser qui que ce soit. J'attends donc vos participations avec impatience et vous souhaite pour aujourd'hui une bonne écoute. Bonjour Clarisse Bérébi. Bonjour Lila. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. C'est un plaisir. Alors Clarisse, explique-moi un petit peu comment et surtout pourquoi es-tu devenue avocate ? Je ne suis pas certaine d'avoir un jour pris la décision de devenir avocate. Je pense que ça a toujours été une espèce d'évidence. Je suis issue d'une grande fratrie. On m'a toujours appelée l'avocate dans la famille parce que je défendais systématiquement tous mes frères et sœurs. Et sincèrement, et je le dis souvent, je me suis inscrite à la fac de droit comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités, d'autres options possibles. Voilà. Donc j'ai eu mon bac, à l'époque un bac B, et immédiatement je me suis inscrite en fac de droit, c'était une évidence. Voilà. Donc je suis entrée à Paris 5 à Malakoff juste après mon bac. Tes études de droit se sont bien passées ? Très bien, j'ai passé mes 5 années de droit, donc à l'époque, la première année de DUG jusqu'à la maîtrise à Malakoff, à Paris 5, maîtrise plutôt orientation droit des affaires. Pas de difficulté, j'ai passé d'une année à l'autre sans difficulté. Et puis ensuite, la plus grande échéance pour moi était vraiment le passage à ce qu'on appelait à l'époque le DESS, donc le Master 2 aujourd'hui, DSS Fiscal. Là, c'était un peu plus compliqué, il fallait avoir une mention, j'en avais pas. Heureusement pour moi, j'avais de très bonnes notes en finance et mon DSS de fiscalité était dirigé par un financier et je pense que ça m'a beaucoup aidé.
Et donc, je crois que je suis Je crois qu'on était 2 seulement à avoir été pris sans mention, donc c'était loin d'être simple. Et donc, j'ai eu la chance d'être pris en fiscalité, ce qui était vraiment mon souhait. Je crois que c'est la seule fois où vraiment j'ai pleuré en recevant une lettre de la fac. Je me suis dit, j'ai obtenu ce que je voulais, parce que j'ai moyennement travaillé de la première à la troisième année. J'ai beaucoup travaillé en maîtrise et j'ai énormément travaillé en DESS. Et donc, d'ailleurs, je suis sortie avec un bon classement, puisque j'étais deuxième de ma promo. Mais c'est vraiment le moment où je me suis mobilisée dans mes études de droit. Donc oui, plutôt un parcours sympa, exclusivement juriste, exclusivement universitaire. Et donc le CAPA, enfin le CRFPA puis le CAPA, ça s'est imposé comme une évidence, devenir avocate, enfin il y avait pareil, pas d'autres... Alors, en réalité, ça n'a pas été si simple. Oui, c'était une évidence pour moi, je voulais être avocate. La seule chose, c'est que je n'étais pas sûre d'avoir mon CRFPA, comme tout le monde, et que je n'avais pas du tout les moyens à l'époque d'envisager une prépa. Donc je me suis inscrite en candidat libre, ce qui était totalement impossible à l'époque. Je ne me suis même pas inscrite à l'UEJ. J'ai vraiment été directement en candidat libre. Et comme j'avais peur de louper, je m'étais inscrite aussi en expertise comptable. En me disant que si je n'avais pas le CAPA, je pouvais au moins commencer un parcours en expertise comptable, vu que j'étais fiscaliste. Ça me semblait être cohérent. Bien entendu, j'espérais fortement avoir mon CRFPA et Dieu merci, je l'ai eu. Donc, je ne suis pas expert comptable. C'est gentil pour mes copains experts comptables, mais voilà, donc je l'ai eu. J'ai eu mes écrits parce qu'à l'époque, on avait des dispenses. Donc je n'ai passé que la note de synthèse, puisque j'avais un DSS. Enfin, c'est très différent en fait les règles du jeu. Donc je n'ai passé que la note de synthèse, je l'ai eu, et donc j'ai eu la possibilité de passer les oraux, et j'ai eu plutôt des bonnes notes, notamment en grand oral. J'étais assez fière de moi parce que surtout que je pensais pas du tout réussir à avoir le CRFPA du premier coup en candidat libre. Donc oui, pour moi c'était une vraie. Enfin, j'étais vraiment très émue quand je constatais que j'avais réussi à ce concours, si je puis dire, même si c'est pas à proprement parler un concours. Et comment ça se passait alors, l'école des avocats? Est-ce qu'il y avait des stages obligatoires? C'est ça. Bon, c'était un peu moins compliqué qu'aujourd'hui, plus court aussi. C'était sur une année seulement, ce qui m'a permis de le cumuler avec d'autres choses. Et effectivement, on avait 6 mois de stage, comme aujourd'hui. Et ces autres choses, c'était vous avez dit que vous Ah aviez oui, cumulé avec alors d'autres choses. je travaillais d'abord, puisque comme je le disais tout à l'heure, j'avais pas une situation financière qui me permettait de faire autrement. Et j'avais un stage, mais je travaillais aussi pendant les études, enfin pendant la période de non-stage. Donc voilà, j'ai toujours travaillé en fait. Et comment s'est passé vos stages, enfin tes stages, tu les as fait dans un cabinet d'avocat du coup? Ce que j'ai fait moi, c'est que, d'ailleurs ce qui a fait que j'ai prêté serment à la cour d'appel de Versailles, c'est que j'ai eu mon premier stage, je crois que c'était en maîtrise, dans un cabinet d'avocat. Et j'ai poursuivi en DSS fiscalité. En plus, le cabinet d'avocat était un cabinet de fiscaliste. C'est d'ailleurs ce qui m'a aidé. Donc, et j'ai poursuivi tous mes stages chez lui, en fait, jusqu'à l'obtention du CAPA. Donc, j'ai fait quasiment 1 an et demi chez lui en tant que stagiaire. À l'époque, c'était possible. Non rémunéré à l'époque. Donc, c'était une autre aventure, les stages. Et donc, j'ai fait tous mes stages chez lui. J'ai prêté serment à la cour d'appel de Versailles puisqu'il m'a embauché juste derrière. Et j'ai poursuivi dans ce cabinet. Et finalement, je suis restée que 9 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je faisais beaucoup de pénal, puisque au barreau des Hauts-de-Seine, à l'époque, on était obligé de faire du pénal. Et je n'étais pas confortable avec ça. En plus, pour plein de raisons, je faisais le pénal de tous les avocats du cabinet. Donc ça me convenait pas trop. Et ensuite, je pense que... Alors, la raison pour laquelle je suis rentrée dans ce cabinet, c'est que je ne voulais pas... quand on était fiscaliste dans les années 2000, moi j'ai prêté serment le 7 février 2000, quand on était fiscaliste, on n'avait vraiment pas de problème pour trouver du travail. Donc, aucun problème. Seulement, c'était surtout les grands cabinets, et on se surspécialisait. Moi, et ça c'était la grande surprise de mon directeur de DSS qui n'a jamais compris mon choix, je voulais faire de la fiscalité patrimoniale. Alors que j'avais une formation financière qui me permettait de faire du M&A. Je voulais pas faire du M&A, ça m'intéressait pas. Et donc, à l'époque, c'était un peu la fiscalité... bon, voilà, c'était pas... Les grands fiscalistes faisaient du M&A, ils faisaient pas de la fiscalité... D'ailleurs, on ne disait pas patrimoniale, on disait de la gestion de fortune à l'époque. Et donc, je voulais absolument faire ça. Et dans le cabinet dans lequel j'étais, je faisais énormément de contrôles fiscaux. C'était très intéressant, mais c'était pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, il faut que je retourne dans un cabinet d'avocats à Paris, beaucoup plus spécialisé sur ces questions. Il y en avait très peu. Donc j'ai fait une shortlist et j'ai postulé dans ces cabinets-là. Et je suis donc rentrée chez François Tripet, qui était connu, c'était un ancien du bureau Francis Lefebvre, qui était spécialisé sur les trusts et sur la fiscalité patrimoniale. Et donc
j'ai passé 2 ans chez lui. Ce qui attire mon attention là-dedans, c'est que donc, déjà, tu savais très bien ce que tu voulais faire. Et en plus, tu savais très bien que tu voulais faire quelque chose qui allait un peu à l'encontre de ce que, quelque part, on voulait pour toi. De par le prestige de ton diplôme. Et enfin, c'est fort d'avoir maintenu le cap vers quelque chose de moins prestigieux, entre guillemets. En fait, ça ne m'intéressait pas de rentrer dans les grands cabinets. Je pense que j'ai toujours su intuitivement que je n'avais pas forcément une personnalité simple. D'ailleurs, les 2 collaborations que j'ai eues après, je me suis virée. Donc, je ne devais pas être complètement à côté de la plaque sur la personne que j'étais. Je pense que je n'avais pas le profil. Je n'étais pas hyper corporate. J'avais du mal à me plier à un certain nombre de règles. Je ne suis pas quelqu'un qui suis forcément simple. Déjà jeune, j'avais déjà une clientèle personnelle. Je voulais absolument garder ma clientèle personnelle. Je voulais la développer. J'aimais ça, en fait. Et j'avais pas envie de rentrer dans un grand cabinet juste pour avoir un CV. Il fallait que ce soit épanouissant. Et je savais que si je rentrais dans un grand cabinet, soit j'allais commencer à faire que de la TVA, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. On faisait TVA, TVA IMO. Enfin, Andersen recrutait à tour de bras. On était très bien payés, mais c'était finalement pas très intéressant. Et c'était surtout sur ce terrain-là. Je me suis dit, si je dois faire des concessions sur ma rémunération, c'est maintenant. Et donc, j'ai jamais couru après la rémunération. Naturellement, j'en ai subi les conséquences, puisque j'étais payée 1 500 € en rétrocession d'honoraires. Donc, c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est tarif. Enfin, quand je dis ça aujourd'hui, ça fait presque rire. On est en 2000, on n'est pas non plus... 2000, 2001, 2002, j'avais 1 500, 1 800 € de rétrocession d'honoraires. Donc moi, j'ai commencé à ces montants-là et ça m'était égal, en fait. Je voulais vraiment apprendre et puis je voulais être dans des petits cabinets où je vois les clients. Enfin voilà, j'avais déjà ces appétences-là. Et je me suis dit, en plus, le patrimonial, je suis directement avec les gens. Voilà, ça m'intéressait, c'est ce que je voulais faire. Donc, les premières années de barreau, vraiment, j'ai eu des collaborations où c'était vraiment pas des gros cabinets et où j'avais le sentiment d'apprendre vraiment mon métier d'avocat. Tu dis que tu as une personnalité pas simple. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir une personnalité pas simple ? C'est-à-dire que je me plie pas facilement aux règles qu'on m'impose, j'ai besoin de comprendre. Et il n'y a pas toujours de sens. Et déjà à l'époque, je trouvais que la profession marchait un peu sur la tête, je le faisais remarquer. Je m'exprime, je dis ce que j'ai à dire, j'ai pas vraiment une langue de bois. Tout ce que je ressens se voit relativement facilement. Voilà, j'ai du mal à accepter les règles sans les discuter, sans les débattre. Et je sais que dans une organisation, pour être aujourd'hui à la tête d'une organisation, les profils comme les miens ne sont pas les plus simples à gérer. Petit côté diva, quoi. Que j'assume, mais je le sais, voilà. J'ai besoin de comprendre, je pose plein de questions. Et déjà, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des soucis avec mes associés, je me suis virée pour ça. Mais c'est dingue de dire que c'est un comportement de diva que de vouloir comprendre. Enfin, moi, comme ça, quand on synthétise la chose, j'ai pas l'impression que c'est avoir un comportement de diva que de vouloir comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont et peut-être de vouloir suggérer comment les choses pourraient être mieux autrement. Mais ce que je dis quand j'avais 23 ans, parce que j'ai prêté serment, j'avais 23 ans, je me disais pas que j'avais raison, mais je me disais que je comprenais pas. Et aujourd'hui, je pense que j'avais raison à certains égards, pas sur tout, mais il y avait des choses sur lesquelles j'avais pas tort en tout cas. Et donc, par exemple, avec tes associés de l'époque, avec qui ça s'est mal terminé, est-ce que tu as des exemples de blocage ? Pourquoi est-ce que tu te souviens de pourquoi est-ce que ça bloquait ? Typiquement, on était traités, c'est toujours un peu le cas, mais moi je ne supportais pas. On était traités comme des personnes corvéables à merci. Ça m'a supporté au dernier degré. J'étais au téléphone avec un client, on rentrait dans mon bureau, on m'interrompait, on me demandait de raccrocher sur le champ parce qu'on avait une urgence à gérer. Moi, je ne le tolérais pas, donc je le disais. J'étais au téléphone, la prochaine fois, tu pourrais attendre que j'ai fini. Bon, voilà, c'est pour des motifs comme ça que je me faisais virer, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai été... puis d'autres attitudes. On m'a dit, quand on m'a viré, on m'a pas viré pour ça. On m'a viré... c'est tout un tas de trucs qui fait qu'on est arrivé au moment où on m'a viré. C'est intéressant, oui. Bien sûr, mais c'est tout un tas de petites réflexions de ce genre où moi, je disais, non, ça se fait pas, en fait. Ça se fait pas. On traite pas les gens comme ça. Et voilà, je disais rien de plus. Et puis je disais toujours en tête à tête. Ça, je disais pas publiquement, mais je disais toujours, franchement, ce serait cool si tu faisais pas ça la prochaine fois, etc. Mais c'était mal perçu parce qu'ils étaient habitués à maltraiter leurs collaborateurs. Et quand je me suis virée, pourquoi ? Parce que je me suis mariée en 2002. Donc j'ai été recrutée en 2000. En 2002, je me suis mariée. Et donc j'ai négocié la période de mon mariage et mon voyage de noces. Et j'ai invité tout le cabinet à mon mariage. Ils sont tous venus au mariage. Ils ont tous mangé.
Ils ont tous fait la fête avec moi. Et puis, je suis rentrée de voyage de noces le 2 février. On m'a convoquée le jour même dans le bureau du patron et on m'a dit, voilà Clarisse, on a eu 13 bébés dans ce cabinet, on n'en aura pas 14. Donc vous prenez toutes vos affaires et vous partez sur le champ. Et on m'a expliqué que de toute façon, j'étais un cheval qu'on ne pouvait pas tenir dans son box. D'ailleurs, je ne savais pas que j'étais un cheval, je l'ai appris sur là. Et j'ai pas oublié, hein, c'est quand même pas récent, tu vois. Non, mais c'est ça que j'ai entendu. Donc, si tu veux, moi je le savais bien. Malheureusement, et c'est ce genre de choses qui, moi, m'ont toujours choquée. C'est bon, la condition féminine, certes. J'ai jamais eu je dirais, des attitudes ou des combats féministes spécifiquement parlant. Mais évidemment, j'ai vécu, comme tout le monde, des choses qui peuvent te traumatiser à vie. D'ailleurs, j'étais tellement traumatisée que j'ai eu une névralgie cervico-brachiale. J'ai passé 1 mois et demi tordue comme ça, la tête de côté. Je passais mes entretiens avec une minérabre en disant que j'avais un accident de voiture. Je ne pouvais plus mettre la tête droite tellement j'étais choquée. C'est-à-dire que tout mon corps s'était complètement bloqué. Donc, c'est choquant. Tu as 25 ans, tu reçois ça. Surtout qu'en plus, je faisais mon travail. On ne m'a pas virée parce que mon travail n'était pas bon. Je faisais mon travail, je le faisais bien. On n'était que 2 collaboratrices. Donc, je veux dire, il n'y avait aucune raison de me virer. Mais, effectivement, j'avais une personnalité. Et c'est pas toujours simple, parce que c'est pas ce qu'on attendait de moi. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Comment tu as rebondi après ce choc ? Moi, j'ai rebondi, et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Hein. D'ailleurs, tu vois, c'est le sujet un peu de mon interview, je suppose. C'est simple, j'ai décidé que je ne subirais pas. Voilà, j'ai pris cette décision il y a longtemps, mais je pense que ce jour-là, j'ai pu la mettre en pratique. Et donc, j'ai immédiatement été m'inscrire. Alors, j'avais pas d'argent. Il faut savoir une chose, c'est que moi, je viens pas du tout d'une famille qui... voilà, je vivais déjà seule, j'avais mon propre appartement. J'étais déjà en couple avec mon futur premier mari. Et donc, voilà, je n'avais pas du tout de moyens, mais j'ai pris un prêt, à ce moment-là, un 2e prêt étudiant auprès de la banque qui me l'a fait. Je me suis inscrite à Berlitz où j'ai pris 1 semaine de stage intensif d'anglais pour me dire, bon, je repasse l'entretien, il faut vraiment que là, je sois super forte en anglais. J'ai passé 1 semaine vraiment 100% sur ce sujet-là. Et ensuite, j'ai envoyé une centaine de lettres de motivation. J'ai passé une 30aine d'entretiens. Et je me suis offert le choix d'une nouvelle collaboration. J'ai eu des propositions super. J'ai choisi le cabinet dans lequel je voulais aller. Comment as-tu choisi, justement ? Toujours les mêmes critères. Un cabinet pas trop grand, plutôt orienté patrimonial, où il y avait une forte dominance anglaise parce que je voulais parler anglais. Je suis rentrée dans un cabinet franco-anglais chez Campbell et Philippa. Et plutôt un cabinet à taille humaine où j'avais l'occasion de faire beaucoup de patrimonial. Toujours les mêmes critères. Parisiens. Et est-ce qu'en entretien, tu as rajouté à ces critères, disons, d'exercice, de type d'exercice, est-ce que tu as rajouté des critères humains ? Pas du tout. Pas du tout. À ce moment-là, si tu veux, je me disais pas... ils sont méchants, je suis gentille. Enfin, je n'étais pas dans ce truc-là. Je me dis, bon, ok, je tourne la page, on avance. Voilà. De toute façon, ça a toujours été ma technique. On avance, on oublie, c'est pas un sujet. La vie est longue. J'aurai d'autres opportunités. D'ailleurs, aujourd'hui, je les recroise, hein, tous ces gens-là. Hein, maintenant que voilà, mon nom circule partout dans la profession et où j'ai beaucoup avancé, c'est plutôt amusant d'ailleurs, parce que les réactions sont assez intéressantes. Mais clairement, je ne me suis pas positionnée en victime. Je crois que c'est très important. Tu vois, que tu me donnes l'occasion de passer ce message. Et c'est bien mon sujet, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel je travaille, ça. Parce que tu vois, je pense qu'en tant que femme, dans la vie professionnelle en général, et aujourd'hui en particulier, mais finalement depuis le début du XXIe siècle, on le ressent plus que jamais, je crois, on a l'impression qu'on n'a que 2 choix. Soit on est un peu victime, et donc on se fait un peu écrabouiller, soit on adopte les codes hyper masculins, et où on devient finalement ce qu'on ne manque pas de te dire, une castratrice ou ce genre de truc, tu vois, un peu horrible, qui moi, m'ont beaucoup blessée quand j'ai pu l'entendre. Et c'est vrai que je crois que pendant des années, pour ne pas être une victime, j'ai sans doute exagéré les traits de caractère inverses. Mais je pense que c'est pas moi. Voilà. Je pense que c'est pas ce que je souhaite, être une sorte de femme déguisée, enfin, d'homme déguisé en femme ou de femme déguisée en homme. De virilité déguisée de virilité, en femme, ouais. Exactement. C'est pas vrai. Je pense que tout ça est inexact. Mais on accepte ça pour ne pas rentrer dans le cliché inversé et de dire je suis une victime, j'ai été victime de tel comportement. J'ai jamais voulu accepter ça. J'ai jamais considéré que j'étais victime de quoi que ce soit. Que
on l'avait fait parce que c'est des cons et pas parce que j'étais une femme. Voilà. Et tu dis que c'est un sujet sur lequel tu travailles, que tu as eu une certaine remise en question en fait sur ce sujet-là. Comment est-ce que tu as eu déjà premièrement une prise de conscience et comment est-ce que tu as choisi de travailler dessus? Comment travailles-tu dessus actuellement? Parce que je pense que on te colle vite des étiquettes et qu'il ne faut pas se laisser faire. Voilà. Donc comme je n'ai jamais voulu être une victime et qu'à cette époque-là je l'ai particulièrement travaillé, enfin essayer d'éviter, et que j'ai fait de la politique professionnelle, donc j'ai travaillé ma personnalité dans le sens inverse, si tu veux, en essayant d'imposer ma personnalité, mon caractère, de prendre la parole dans les assemblées d'hommes, d'exister. Il m'est important aujourd'hui de rééquilibrer ça, parce que au final, on joue un petit peu des coudes dans ce monde pour exister, mais c'est pas la bonne façon de faire. Et quelquefois, un comportement qui peut te servir pendant un certain nombre d'années peut te desservir à un autre moment. Et moi, c'est ça mon constat. C'est que on est des femmes, mais aucun homme ne se pose ces questions-là. Mais nous, on se les pose. Parce qu'on est confronté à cette espèce de croyance qui consiste à dire c'est l'un ou l'autre. Soit tu es un peu victime, ou en tout cas, voilà, tu extrapoles ce qu'on attend de toi en tant que femme, voilà, et donc tu t'infantilises un petit peu. Soit au contraire, tu adoptes tous les comportements masculins et tu finis par devenir une espèce de tyran en version féminine. Voilà. Et je pense que c'est pas du tout ça en fait la réalité. C'est qu'il y a des chemins médiums, il y a des chemins qui existent où tu peux tout simplement exister tel que tu es en tant que personne, sans rentrer dans des histoires de genre, et simplement voilà, ressentir faire que ton genre soit un atout et ne devienne pas un problème dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Donc c'est ça un peu le travail que je fais, et j'y réfléchis beaucoup parce que ça me touche en fait. Je pense que ça me fait mal dans un sens comme dans l'autre. Et quand je vois des femmes victimes, et quand je vois des femmes qu'on m'attribue des qualités que je considère comme inexactes, qui ne me correspondent pas. Voilà, je pense que c'est ça surtout. Et je saute dans ce sujet parce que c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu utilises justement comme matériau pour travailler là-dessus? Est-ce que c'est des lectures? Est-ce que c'est des conférences? Est-ce que tu travailles avec un coach, avec un psy? Tu me fais rentrer dans toute ma... Tout à fait. Je suis en plein dedans, donc j'ai pas encore tout à fait conceptualisé la bonne méthodologie. Je pense que la première étape pour moi, c'est de grandes réflexions liées à la maternité. Tu vois, moi j'ai eu 3 enfants. J'ai eu une 4e grossesse qui s'est terminée tardivement et qui a été extrêmement traumatisante, puisque j'ai dû accoucher d'un fœtus très avancé, mais qui était mort. Et ça m'a beaucoup affectée. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où les choses ont commencé, le travail a commencé pour moi. C'est vraiment où j'ai eu besoin de réfléchir à mon rapport au genre. Et à toute la violence que j'avais pu subir par rapport à ça, et de l'intégrer comme quelque chose que je devais arrêter de ne pas considérer. Voilà. Donc déjà, première étape personnelle, prise de conscience. Sans devenir pour autant une égérie du féminisme, je considère qu'il y a des choses sur lesquelles il faut être prudent. J'ai été formatrice dans un certain nombre d'environnements, dans des écoles d'avocats. J'ai eu des insultes diverses et variées parce que j'intervenais sur l'innovation dans la profession, qui est un sujet qui agace les foules, parce que malheureusement les gens ont l'impression qu'on leur fait des injonctions d'innover, et ça peut choquer. Donc j'ai reçu des insultes, et je pense que si je n'avais pas été une femme, on ne m'aurait pas insultée de cette façon-là. Et j'ai vu autour de moi les consoeurs choquées de voir que la formatrice était traitée comme ça. Donc j'ai dû intervenir. Donc si tu veux, j'ai été confrontée encore une fois à tout un tas de situations qui fait que j'ai ressenti le besoin de travailler sur ces questions. Donc ça a commencé avec cette dernière grossesse. Et la première étape, pour moi, peut paraître surprenante, ça a été vraiment de passer par le corps, si je puis dire. Ça a été le sport. C'est là que finalement j'ai pris conscience qu'on pouvait être fort sans être un homme. Voilà, physiquement parlant. Parce que je me suis renforcée physiquement. Voilà, le fait de faire du sport intensément, régulièrement, beaucoup, je me suis sentie physiquement plus forte. Parce que je suis quand même une cérébrale pur jus, tu vois, j'ai passé les 40 années de ma vie uniquement sur mon cerveau à le faire évoluer. J'ai fait énormément de développement personnel, énormément de stages sur ces questions, j'ai même un diplôme de coach, enfin bon bref, j'ai fait une tonne de trucs, mais la question du corps, je l'avais complètement exclue. Et je pense que ça a commencé par ça.
Qu'as-tu fait comme sport? Je fais du crossfit, entre autres, mais pendant 2 ans, j'ai quasiment fait que ça. Et puis, ensuite, le fait de faire ça fait que déjà, tu retrouves, entre guillemets, un certain nombre de sensations. Et puis, je pense que passer par le corps est assez intéressant quand on est en plus quelqu'un de cérébral, en réalité, parce que c'est une bonne méthodologie. Donc ça a été mon premier outil qui m'a permis de revenir un peu à moi, en fait, et à mes besoins et à ce que je considérais comme important dans ma démarche. Et ensuite, je crois que ce sont mes lectures, mais bon, je suis quelqu'un qui lit énormément, donc j'ai commencé à lire des choses diverses et variées, et des auteurs aussi, tu vois, je me suis intéressée à des gens comme George Sand. J'ai des tonnes de choses que j'ai faites qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont permis de comprendre que finalement, c'était pas noir ou blanc. Voilà. Je crois que c'est surtout ça. Et quelquefois encore aujourd'hui, je sors dans des endroits. J'ai fait la remarque l'autre jour. Je suis sortie dans un bar, dans un restaurant parisien qui m'a beaucoup. Enfin, j'étais en plein dans ces réflexions actuelles. Je suis sortie dans ce bar parisien et tu vois, il y avait deux catégories de population féminine. Il y avait des femmes qui étaient vraiment, je dirais, dans tous les standards masculins. Donc, très peu habillées, voilà, qui voulaient se faire remarquer 100% sur leur physique, très maquillées, beaucoup de chirurgie esthétique, enfin, tu vois, bon, des clichés, bon, ressembler à des femmes photoshopées, enfin. Donc, pour moi, finalement, victime d'une certaine forme de société. Et de l'autre côté, des femmes d'affaires, mais qui étaient plus justement sur des codes assez masculins, tailleurs stricts, des styles un peu durs, etc. Et ça, c'est vraiment un sujet en ce moment que je trouve important. C'est de ne pas rentrer dans l'un ou l'autre de ces clichés et de donner à nos deux polarités un joli équilibre. Et toi, comment est-ce que tu trouves cette... Enfin, je ne l'ai pas trouvé encore, je suis en pleine recherche, Lila. D'accord. tu vois, tu me fais spoiler un tas de trucs à tout un tas de gens. Tes pistes pour le moment de travail? Ben voilà, je te dis, je réfléchis, je travaille sur les raisons qui m'ont poussée à adopter un certain nombre de comportements dans le passé. Parce que je crois que c'est le monde dans lequel on vit. Comme je te dis, j'ai fait de la politique professionnelle, j'ai été élue de cette profession. Je fais partie d'un syndicat qui s'appelle la CE. Donc le syndicat des conseils d'entreprise, exactement. Et d'évoluer dans ces environnements fait que c'est très masculin. Alors, de moins en moins, mais je te parle d'il y a 10-12 ans quand j'ai commencé. Tu vois, tu dois t'imposer de différentes façons quand tu es dans des assemblées. Et je pense que, voilà, bien entendu, la première chose à faire, c'est d'être compétent, d'être à la hauteur. Mais je pense que quand on est une femme, on surexagère le trait. Je pense qu'on considère justement que parce qu'on est une femme élue, on se doit d'être encore plus exigeant avec nous-mêmes. Et tu vois, toute cette réflexion sur mon niveau d'exigence que je m'impose à moi et aux autres. Parce que, bon, on pense que je ne l'impose qu'aux autres, mais je l'impose 100 fois plus durement à moi. Ben, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille et d'essayer de comprendre pourquoi je m'impose ce niveau d'exigence et est-ce que c'est pas lié à mon genre. Concrètement, est-ce que tu as l'impression que tu appréhendes différemment ton niveau d'exigence? Au-delà de comprendre d'où il vient, en pratique, dans ton quotidien, est-ce que quand tu fais les choses, tu dis « Ah, là, peut-être qu'en fait, ce que je demande, c'est ça va au-delà de... » En fait, je te pose la question, par exemple, moi, je travaille en ce moment beaucoup sur les émotions, une meilleure gestion de mes émotions, et ne serait-ce que comprendre que j'ai des émotions, parce que je suis aussi vraiment une cérébrale de base, a été longtemps un grand domaine ignoré de ma vie. Et du coup, ben, je sais pas, c'est tout bête, mais de temps en temps, j'essaie de faire une pause et de me dire, bon, ben, en fait, quel est le nom de l'émotion que je ressens par rapport à mes sensations corporelles, des choses toutes bêtes. Donc, en fait, ma question, c'est au-delà de... Tu veux que je rentre dans le détail? D'accord. Ben, oui, enfin, je trouve ça intéressant pour les auditeurs, mais si ça te gêne... Non, ça me gêne pas. C'est juste que ce sont des sujets qui sont pas simples, en fait, à exprimer, dans le sens où ce que je veux, c'est passer le message de façon intéressante et je pense que c'est pas suffisamment avancé. Mais si tu veux, à l'intérieur de moi, je pense qu'il y a, comme à l'intérieur de tout le monde, hein, mais moi je parle de ce que je ressens, il y a une polarité féminine, une polarité masculine.
Et si tu veux, ces deux polarités sont en conflit, comme tout le monde. Et ce qui se joue à l'intérieur de moi se joue à l'extérieur de moi. Donc j'ai 2 divorces, voilà, j'ai quand même des réflexions par rapport à ça. Forcément, je ne peux pas ne pas lier toutes ces réflexions. Et donc, moi, mon questionnement, c'est de me dire, finalement, est-ce que je manque pas de bienveillance à l'intérieur de moi et donc à l'extérieur de moi, et donc je travaille beaucoup sur cette bienveillance, j'essaie de plus être à l'écoute de moi et des autres, de plus être dans mes sensations, plus que dans mon niveau d'exigence, en mettant de l'urgence et de la gravité. Parce que je pense que c'est ce qui a fait que j'ai réussi mon parcours professionnel et mes choix jusqu'à maintenant, c'est que j'ai mis énormément d'urgence et d'importance dans ce que je faisais. Ce qui fait que j'ai prêté serment hyper jeune, ce qui fait que j'ai un parcours professionnel qui est assez rapide par rapport à ce qu'on peut voir, parce que et la façon dont je gère mes dossiers, etc., je mets toujours énormément d'urgence et d'importance. C'est important de comprendre que l'urgence aussi fait partie de mon quotidien, c'est-à-dire que je ne peux pas me dire que j'ai le temps. J'ai jamais le temps. Voilà. Je me comporte comme si il fallait tout faire vite. Donc ça crée beaucoup de tensions, et à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Donc je pense que je travaille beaucoup là-dessus, non pas en considérant que je dois cesser ça, parce que je pense que c'est une qualité, et c'est ce qui fait que les choses avancent, c'est le ressort d'action, tu vois, je suis dans l'action, c'est-à-dire, d'ailleurs, dès que je doute, j'agis pour sortir de cette situation de doute, dès que j'ai un moment de flottement, en fait, je ne laisse pas les moments de flottement s'installer, dès que j'hésite, je décide, je tranche, quitte à prendre une mauvaise décision. Donc voilà, je ne laisse pas trop longtemps de temps où on ne sait pas ce qu'on va faire, où on se pose des questions. Parce que ça peut durer très longtemps et pendant tout ce temps-là, tu ne fais rien. Et donc ta vie n'avance pas. Donc ça, c'est extrêmement exigeant. Mais ça crée une tension énorme. Et cette tension à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi sur les gens avec qui je travaille, ou les gens avec qui je vis, etc., etc. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles je réfléchis. C'est comment garder le meilleur de cette stratégie, de cette méthodologie, tout en ayant plus de bienveillance, plus d'indulgence, plus de compréhension face au doute, face à la difficulté à agir aussi, face à quelquefois l'impossibilité d'agir. Donc voilà, c'est toutes ces réflexions sur lesquelles je travaille. Et donc ça commence évidemment à l'intérieur. Mes ressentis face à une situation, mes premières réactions et comment je deal avec moi-même à ce moment-là, comment j'essaye de rectifier tout doucement, progressivement, jour après jour, mes attitudes pour ressembler davantage à la personne que je suis. Mais c'est lié à des peurs, bien entendu. Si tu mets de l'urgence dans tout, c'est parce que tu as peur de quelque chose. Au départ, c'est cool, parce que ça crée un parcours intéressant, mais c'est lié à des peurs. Donc, aujourd'hui, ces peurs, elles n'ont plus lieu d'être. Donc voilà, passer à un certain niveau, il faut aussi apprendre à faire avec ses propres peurs, quoi. Oui. Et revenons sur comment tu as passé ce certain niveau. Donc on était resté au fait que tu intègres un nouveau cabinet, donc anglo-saxon cette fois. Ça. Comment s'est passée cette nouvelle collaboration ? Franco-anglais, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un cabinet anglo-saxon. Un des associés était anglais, mais disons que ça avait... Comment s'est passée cette collaboration, cette nouvelle collaboration ? C'était super, j'ai passé un très bon moment. J'étais avocat salarié à ce moment-là. Ce cabinet a été dans une situation compliquée puisqu'il y a eu une séparation entre associés pendant ma période de collaboration. Je suis tombée enceinte en plus de mon fils 2 ans après le début de ma collaboration. Et du coup, il y a eu des licenciements de masse. Et donc, j'étais la dernière arrivée. Donc, je fais partie du lot. Je n'ai pas été virée parce que j'ai eu un enfant, je tiens à le dire. Mais effectivement, malheureusement pour l'histoire, c'était quand même en rentrant de congé maternité que j'ai reçu ma lettre de licenciement. Donc, encore une fois, un constat, tu vois, directement lié à mon état. C'est pas très agréable. Surtout qu'en plus, j'étais la seule fiscaliste. Donc, je considérais que j'étais pas forcément logique que je sois licenciée à ce moment-là. Donc, deuxième épreuve, c'est pour ça que je te dis, tu vois, 2 collaborations, enfin 3. La première, c'est moi qui suis partie. Et les 2 suivantes, je me suis fait virer. Donc là, par contre, c'est un licenciement économique. Du coup, j'ai pu bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Et notamment, je me suis dit, je viens d'avoir un bébé, j'ai un peu de clientèle perso, je vais peut-être m'installer. Encore une fois, constat, 27 ans. 27 ans. Je me suis dit, j'ai pas de
j'ai pas un gros train de vie encore aujourd'hui, peut-être que je pourrais gérer ça. J'avais droit donc de bénéficier des allocations Pôle emploi, enfin à l'époque on disait ACDIC, mais peu importe. Donc je pouvais bénéficier un peu de ces allocations, profiter du fait que je m'installais sans un risque majeur. Je venais d'acheter mon appartement, j'avais un tout petit bébé. Je me suis dit je m'installe, et donc je me suis installée. Et finalement ça s'est plutôt très très bien passé. Voilà. J'ai développé ma clientèle et à partir de ce moment-là ça a été tout à fait une autre vie pour moi. Une autre vie professionnelle. Je pense que j'ai vraiment adoré ça. J'ai très très vite pris un stagiaire, très vite pris un collaborateur, j'ai très vite grossi. Mais ma grande tristesse, en fait, c'était que je m'ennuyais. J'étais seule. Bon, moi, je suis un peu hyperactive sur les bords et je pense que je m'ennuyais terriblement. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée à la CE. C'était une façon un peu voilà, d'abord d'être un peu plus dans la profession et de voir des gens de ce métier, donc de faire du réseau, mais aussi de m'occuper. Parce que vraiment, je m'ennuyais. Même si j'avais une clientèle, etc., je m'ennuyais parce que c'était pas suffisant. Donc c'était un ennui plus intellectuel, parce que je suppose que ton agenda était très chargé. C'est ça. C'est-à-dire que je sentais que voilà, j'aurais des nouveaux clients, mais ce serait un après l'autre. Et oui, j'avais besoin d'autre chose. C'est plutôt un ennui intellectuel, bien sûr. Entre mon bébé et mon boulot, j'avais largement de quoi m'occuper. Et ensuite, j'avais envie de... Je ne suis pas une solitaire. Je pense que j'étais pas très heureuse dans mon statut d'avocat installée seule. J'étais dans un cabinet groupé, donc j'étais pas véritablement solitaire au sens le plus strict. C'est-à-dire que j'étais pas seule le matin quand j'arrivais au bureau. La solitude, c'était pas véritablement le fait de ne pas avoir de gens, puisque j'étais dans un cabinet groupé, mais c'était vraiment de créer quelque chose avec. Et donc à la CE, il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de m'associer. À cette époque-là, pour plein de raisons, j'ai sauté sur l'opportunité et je me suis dit, il faut que je fasse ça, il faut que je m'associe. En plus, il me proposait de racheter un... Enfin, en fait, il m'a associé sur les aspects patrimoniaux, sur la fiscalité patrimoniale, et cette personne-là avait un cabinet en province qu'il avait racheté. Dans l'Ouest, c'est ça ? À Angoulême. C'est drôle, moi je viens de Poitiers, donc oui, voilà. Quand j'ai lu ça... Voilà. Et il m'a dit, j'ai racheté une clientèle à Angoulême et j'ai personne pour prendre la direction de ce bureau. Je ne savais même pas où c'était Angoulême, la vraie parisienne. Je ne savais même pas qu'il se passait des choses après le périph' quasiment. J'exagère parce que j'habitais Boulogne, mais porte de Saint-Cloud, tu vois. Donc j'étais vraiment, moi, Angoulême, je ne savais même pas le situer sur une carte. Justement, sans doute, comme une parisienne pure jus, pour moi, partir en province, ça n'avait rien de péjoratif à ce moment-là. J'étais contente, quoi. Et je me disais, bon, je vais bien m'amuser, on verra. Je vais prendre... je vais faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire essayer de voir ce que j'arrive à faire avec une clientèle que j'ai rachetée, qui n'est pas de moi, et est-ce que j'arrive à avoir leur confiance en me disant, c'est un test, et après, peut-être que moi-même, je rachèterai une clientèle. Donc, je trouvais ça chouette, et puis ça me permettait aussi de quitter Paris, que j'avais envie de quitter pour plein de raisons, mais pas du tout lié au fait que j'aimais pas Paris, parce que Paris m'a énormément manqué. Mais vraiment, je voulais sortir de Paris. Et bon, des raisons aussi personnelles liées à mon mariage, qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, j'y vais. Et on est parti avec mon ex-mari à cette époque-là, à Angoulême, et donc j'ai vécu cette aventure je dirais, de l'association, et je suis passée, si tu veux, dans un autre monde à ce moment-là. J'avais 30 ans. Comme tu dis, là, je n'avais plus tout d'ennui. Je ne savais plus où donner de la tête. J'ai passé 2 ans, d'ailleurs j'étais à Angoulême, j'aurais pu être n'importe où sur la planète, j'avais la tête dans mon cabinet. Je travaillais tous les jours, mais de 8h à 22h, je voyais à peine mes enfants, c'était un truc de fou. Et j'ai appris ce que c'était que de gérer des gens, j'ai appris ce que c'était que de gérer une clientèle que tu n'as pas créée. J'ai appris ce que c'était que l'industrie, que je ne connaissais pas, parce que moi j'avais plutôt des entreprises de services à Paris. J'ai appris ce que c'était que la province. C'est incroyable de le dire, mais c'est vrai. J'ai appris ce que c'était que les réseaux locaux. J'ai appris énormément. J'ai emmagasiné un nombre d'informations très importantes. Et ça a été une expérience très enrichissante en tant que futur entrepreneur, si je puis dire, puisque c'était un petit peu ça ce qui me drivait. J'ai passé 2 ans à faire que ça, et puis au bout de 2 ans, il y a eu cette fameuse crise financière de 2008. Je ne sais plus 2008 ou 2009, en tout cas, la crise était en 2008, c'est sûr, mais je ne sais plus si c'était en 2008 ou 2009, avec mon ex-associé.
a dit je peux plus poursuivre cette expansion de bureaux locaux, je dois arrêter. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de racheter le bureau d'Angoulême. Donc là, j'ai fait ça. Bon, tu sais, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, donc je n'ai pas du tout bien fait tout ce qu'il fallait. J'ai racheté comme ça. J'étais tellement embringuée dans mon projet que j'avais pas du tout envie de laisser tout ça et de rentrer à Paris. Je pense que là, j'ai commis une erreur, mais peu importe, ça a été une erreur qui m'a appris beaucoup. Et donc, j'ai poursuivi l'aventure sur place et ça n'a pas été un grand succès. D'abord parce que quand j'étais soutenue par mon associé dans le cadre d'un gros cabinet, j'étais assez... On m'embêtait pas trop. Quand me suis retrouvée seule, j'ai eu tous les confrères sur le dos. Enfin, on a commencé à torpiller ma clientèle. Localement, ça a été très compliqué, en fait. Est-ce que tu as l'impression que ça a été compliqué localement parce que tu étais une Parisienne qui arrivait Oui, bien sûr, en province, bien sûr. Mais si tu veux, j'ai apporté beaucoup de choses, y compris de mes concurrents qui me disaient dans l'espace feutré de mon bureau, sans toi... depuis que tu es là, tout a changé. J'ai refait mon site internet, j'ai une croissance à 2 chiffres, ça m'a reboosté complètement. Parce que arrivant sur un marché où il n'y avait quasiment pas d'avocat d'affaires, avec une expertise parisienne pointue, en plus en fiscalité patrimoniale au niveau où j'étais, je pense que si tu veux, j'ai fait un peu mal aux acteurs locaux, un peu, parce qu'ils étaient quand même très installés, mais si tu veux, voilà, il y avait un nouvel acteur sur le marché, un acteur dynamique, un acteur qui connaissait son boulot, etc., etc. Mais à partir du moment où je me suis retrouvée seule, à la tête de ma boutique, là, ils m'ont pas fait de cadeau, si tu vois. Ils m'ont pas fait de cadeau. Mais c'est pas ça, en réalité, c'est pas ça qui m'a fait arrêter. Ce qui m'a fait arrêter, c'est que socialement, j'étais extrêmement isolée. J'avais divorcé, j'avais quasiment pas de vie sociale, donc ma vie sociale était à Paris, je venais régulièrement. J'étais donc seule, dans un environnement hostile. Un peu hostile. J'avais pas de réseau sur place. Je connaissais des gens, mais c'était dans le cadre de mon travail. Et j'étais membre du CJD, membre du bureau du CJD. J'avais des vrais copains là-bas. Mais si tu veux, c'était pas non plus des amis. Donc j'étais quand même relativement isolée. Je m'étais fait quelques amis à La Rochelle, où j'avais vraiment là des copains. Localement, quelques copains aussi, que ce soit par l'école d'ailleurs ou par le boulot. Donc j'avais quand même quelques amis, mais c'était pas suffisant. Et j'avais une vie sociale quand même qui était extrêmement peu riche par rapport à mon habitude de parisienne. C'était pas facile. Donc c'était dur pour moi et j'avais vraiment le mal du pays. À Paris me manquait, mes amis me manquaient, ma famille me manquait. Enfin, ça devenait difficile. Et c'est ça en fait qui m'a fait rentrer. Parce qu'au niveau du boulot, j'ai très bien supporté les coups. J'ai maintenu ma clientèle, j'ai développé, en plus je développais à Paris en plus, donc c'était pas un sujet. Et puis ensuite, mon équipe sur place n'a pas été extrêmement solidaire. C'est-à-dire que comme je voyageais beaucoup, j'étais beaucoup à Paris, quand j'étais pas là, c'était pas forcément simple, on me faisait pas forcément de cadeaux. Peut-être aussi lié à mon management, je remets pas en cause, je dis pas que c'est que de leur faute, mais en tout cas, voilà, j'avais 32 ans, je pense que c'était pas simple de gérer une équipe. On était 5 quand même. Comment, justement, quand tu as commencé à gérer cette équipe, tu avais commencé avec ton premier cabinet, et puis ensuite ça s'est poursuivi. Je les ai conservés, exactement. Et comment tu as appréhendé ce début de vie de manager, quelque part ? J'ai beaucoup déchanté. Je pense que je ne savais pas du tout comment... J'ai improvisé, en fait, bien sûr, j'ai improvisé parce que j'ai décidé de prendre le risque de racheter seule. Je m'attendais à ce qu'ils soient contents que je maintienne leurs emplois, parce qu'il faut savoir que si je partais, le bureau fermait. Donc j'étais persuadée qu'ils allaient être totalement heureux que je maintienne leurs emplois, que je rachète, donc je prenne tous les risques sur mon dos avec des crédits, etc., pour qu'ils conservent leur boulot, etc., etc. Et en fait, je me suis retrouvée face à des gens qui m'en ont fait voir de toutes les couleurs, qui n'ont pas du tout eu la gratitude que j'attendais. À l'époque, j'étais vraiment choquée, qui m'ont torpillée de l'intérieur. J'avais un collaborateur qui est parti, qui m'a pris une tonne de clients, qui a dénigré le cabinet. Une tonne, j'exagère. À l'époque, je vivais mal, mais en réalité, c'était pas tant que ça. Le cabinet a survécu largement après cette histoire, mais c'était pas très élégant. Et je m'attendais à tout sauf à ça. En fait, je pense que le plus difficile, c'est pas tant les faits, parce que ça n'a pas eu un impact majeur, ni sur ma vie personnelle, ni sur l'histoire du cabinet et la raison pour laquelle j'ai quitté Angoulême. Mais ça m'a choquée. Je pensais pas que l'humain fonctionnait comme ça, en fait. Je pensais qu'il y aurait une grosse solidarité derrière moi, qui serait content, qui se dirait « Ah oui, Clarisse, elle a pris des risques, elle a racheté, elle a fait des emprunts. » Et pas du tout.
Et je pense que ça a été la première fois dans ma vie où j'ai compris qu'il y avait probablement un sérieux problème de distorsion de réalité et que quand tu étais le patron, tu étais le patron et que voilà, et que chacun voyait midi à sa porte et qu'il fallait peut-être aussi pas trop attendre des autres. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai pris la décision aussi, de façon un peu radicale, de ne plus attendre des gens qui m'apprécient, qui m'aiment, qui me soutiennent d'eux-mêmes. Et que je me suis dit que le plus important pour moi, c'était qu'on me respecte. Et qu'on ne me marche pas sur les pieds. Donc dans cette situation hostile, tu décides d'arrêter cette aventure? Non, du tout. Non, pas du tout. Je décide de continuer. Je me suis accrochée. J'ai fait des emprunts que j'ai remboursés difficilement, que je continue de rembourser pour certains. Je me suis complètement accrochée. J'ai pas du tout lâché. Je voulais pas les virer. Enfin, bref, je me suis complètement... c'était mon équipe, quoi. Pour moi, c'était plus important eux que moi. Et j'ai associé une de mes collaboratrices qui a été absolument... qui n'a pas été très élégante avec moi, puisqu'elle est partie en 3 semaines avec un préavis extrêmement court alors qu'elle était associée. J'ai associé cette collaboratrice en lui expliquant qu'on avait peut-être l'opportunité de créer une vraie base de production intelligente du droit à Angoulême et de continuer à développer à Paris parce qu'il y a peut-être un fief de développement plus intéressant. Et j'avais envie de rentrer à Paris à titre personnel. Donc je lui ai proposé de s'associer. En fait, elle l'a mal vécu. Elle n'a pas du tout vécu comme une opportunité, mais plutôt comme une façon de l'abandonner. À Angoulême et de filer à Paris. Donc je comprends aussi la distorsion. On en revient aux distorsions. Tu vois, voilà, c'est une compréhension des faits qui est pas du tout la même. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle est partie, je me suis dit bon, il y a du business à Paris, il y a des choses à faire. Je vais alors toujours dans le même état d'esprit, je n'abandonnerai personne. Donc j'ai continué avec ce qui restait. J'ai abandonné les clients. C'est-à-dire aussi, c'était hors de question de me séparer des clients. C'était eux qui allaient voir ailleurs ou je continue à être leur avocat. D'ailleurs, je continue à avoir un certain nombre de clients en Charente. Donc, je poursuis mes engagements coûte que coûte. Et je me suis dit quand même, il faut que tu développes plus Paris. Parce que tu as envie de rentrer... Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que très clairement, été 2011, je suis avec mes enfants, je ne suis pas heureuse personnellement en Charente. Et je me dis, il faut que je rentre. Je connaissais personne. À Paris, si tu veux, je te donne un exemple concret. J'étais invitée au bal du bâtonnier en tant qu'avocat au barreau de la Charente. Je connaissais quasiment les 2500 personnes présentes. J'exagère, mais pas beaucoup. Je vais au bal du bâtonnier en Charente, je connais personne. Je connais pas un seul avocat, quasiment. Enfin, à part le bâtonnier et 3-4 que j'ai rencontrés, parce que je ne fais pas une activité de bar, je plaide pas. Donc, si tu veux, voilà, mon réseau, ma vie était à Paris. Donc, je me suis dit, je vais rentrer. Et donc, été 2011, je rentre. Et progressivement, je recrée un cabinet à Paris. Et si tu veux, je fais une passerelle. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait sans difficulté, parce que la clientèle en Charente a un peu diminué, enfin le chiffre d'affaires en Charente a un peu diminué, et le chiffre d'affaires parisien a augmenté progressivement aussi. Mais ça va, je n'ai pas trop subi la situation. Et j'ai recommencé à développer de façon très active à Paris. Je me suis réinstallée chez des confrères, donc en fait j'ai un petit peu recommencé mon projet. J'ai recruté très vite une stagiaire qui est devenue ma collaboratrice et qui est d'ailleurs restée très longtemps puisqu'elle est partie s'installer très très récemment. Donc voilà, je suis repartie complètement sur un projet entrepreneurial à Paris. Et là, je me suis retrouvée dans la même situation que juste avant de partir en Charente, si tu veux. C'est qu'à un autre niveau, puisque j'avais plus développé, parce que j'avais plus de bouteilles, parce que j'avais vécu tout ce que j'avais vécu en Charente et que j'avais quand même pris un peu d'assurance et de corps, on va dire, dans ma façon d'appréhender le métier. À ce moment-là, je me suis encore dit, c'est pas ce que je veux, quoi. Je veux m'associer, je veux créer une vraie entreprise. Et la vie, dans ces conditions, t'envoie généralement les personnes. Et j'ai rencontré Serge et Jérôme. Et donc, je suis rentrée chez 1134 avec Serge et Jérôme le 1er janvier 2015. 1134, c'était déjà une structure qui existait ? C'est ça. Ils l'avaient créée en 2008. C'est le début d'une aventure entrepreneuriale qui a eu ses hauts et ses bas. Mais en tout cas, c'était très, très différent. Eux étaient très... Alors moi, si tu veux, j'étais fiscaliste, bien sûr. Donc ça, c'était une qualité... une qualité, c'est un grand mot, mais une compétence plutôt qu'ils n'avaient pas en interne, puisque Serge fait du private equity et Jérôme faisait plutôt donc, tout ce qui est propriété intellectuelle et contrat. Donc ils voulaient intégrer la fiscalité. À ce moment-là, si tu veux, moi, j'étais un petit peu à la croisée des chemins. Je commençais à développer une belle clientèle. J'avais une collaboratrice. Enfin, j'en avais 2 à ce moment-là. Il y en a une qui m'a suivie, pas l'autre. Et on s'est dit, on va y aller. On va les suivre. Donc, je prenais pas
un risque majeur, si ce n'est encore changer de locaux et potentiellement me désassocier, puisque je l'avais déjà vécu. Mais c'était de la zone de confort pour toi, ça. Voilà. Disons que j'avais moins peur de ce qui pouvait se passer. Je me suis dit, bon, je sais que mes clients me suivent, coûte que coûte, avec tout ce que je leur ai fait vivre. Parce que tous mes premiers clients parisiens m'avaient suivi en Charente et continuaient à revenir avec moi à Paris. Donc j'étais de nouveau inscrite au barreau de Paris, bien sûr. Et je me suis dit, je vais me lancer avec eux. Moi, j'avais plusieurs casquettes. La première, c'était que j'étais fiscaliste. La seconde, c'est que je travaille quasiment que pour des sociétés innovantes et des jeunes entrepreneurs, donc tout ce qui est fiscalité du dirigeant. Et la troisième, c'est que j'étais élue de la profession et donc j'étais assez connue dans la profession. Tu étais élue au CNB, c'est ça? À ce moment-là, je suis élue au CNB, exactement. Je finis mon premier mandat et je suis donc toujours membre de la CE. Je suis devenue ensuite présidente de la CE Paris et j'ai fini mon deuxième mandat au CNB au 31 décembre 2017. Donc je rentre avec... Donc le CNB, je fais une parenthèse, oui, bien sûr. C'est le Conseil national des barreaux. C'est ça. Donc il regroupe tous les barreaux de France. C'est ça. En fait, moi je rentre à Paris en 2011, juste pour refaire un tout petit retour dans l'histoire. Je rentre à Paris en 2011 pour me présenter au Conseil de l'Ordre. Je voulais me présenter au Conseil de l'Ordre de Paris. Et mon président de syndicat à l'époque, William Feugère, finit, alors que j'étais très engagée déjà sur la campagne, par me persuader que je dois aller sur la liste du CNB avec lui parce que il veut qu'on soit ensemble sur la liste CNB. Enfin voilà, il est en train de préparer sa liste pour le CNB et il me dit vraiment, je pense que tu aurais ta place. Et évidemment, c'était difficile de refuser cette proposition. À l'époque, le Conseil de l'Ordre, c'était vraiment des élections difficiles, vraiment sur sa personne. Je n'étais pas forcément très connue, même si je commençais un petit peu à l'être. Et je trouvais que c'était chouette de pouvoir rentrer dans cette instance nationale. Il me mettait en position éligible puisque j'étais deuxième. Et voilà, j'ai fait la campagne avec lui. C'était vraiment très très belle période de l'histoire de ma vie à la CE. Et on a été élus. Et vraiment, le premier mandat a été une expérience mais fabuleuse. J'étais présidente de commission nouvelles technologies. Et j'ai vraiment, je crois, fait des choses dont on se rappelle peut-être pas aujourd'hui, mais qui ont une importance capitale, je crois, dans l'histoire de la profession, puisque voilà, c'est à ce moment-là qu'on a réussi, non sans difficulté, après 3 ans d'intense, je dirais, d'intense implication, à sortir de ce fameux boîtier Navista qui a été toute une histoire pour la profession, de le faire économiser. Boîtier Navista. Oui, en fait, tu sais l'accès à Ibarou. Tu sais pas, tu fais ce que c'est Ibarou? Oui. C'est les procédures dématérialisées. Il y avait 2 régimes. Un régime parisien où tu pouvais accéder directement avec ta clé et un régime province où il fallait une clé plus un boîtier d'accès pour se mettre en VPN et rentrer sur Ibarou. Et ça avait fait vraiment politiquement, ça avait été tout un truc. Et c'était un très très gros sujet politique à l'époque. Et c'était très difficile de changer la donne et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Pas seulement, hein, on a fait l'acte d'avocat électronique, on a fait le cloud privé qui malheureusement manque un peu d'écho mais qui est une véritable merveille parce que c'est super sécurisé et c'est gratuit en plus pour les avocats. Mais surtout cette histoire d'Ibarou, on a beaucoup travaillé avec le directeur des services informatiques du CNB de l'époque et vraiment ça a été une grande expérience politique. J'ai vraiment présenté de nombreux rapports en AG, des rapports hyper techniques. Je me suis battue pour qu'ils soient donc compréhensibles. Donc une activité intellectuelle foisonnante. Et ça, c'était important pour moi. Et comment est-ce que tu conciliais cette activité intellectuelle qui était plus liée vraiment à comment on exerce la profession et politique, enfin tout ça, avec l'exercice quand même de ta matière, la délivrance du rendu pour les clients? Je suppose que tu t'es beaucoup appuyée du coup sur tes collaboratrices. J'y arrivais pas trop mal. C'est une époque où je n'ai pas tellement développé mon chiffre d'affaires, mais il n'a pas baissé. Alors en plus, j'ai tout fait en même temps, puisque ma 3e grossesse, mon premier mandat au CNB et ma revenue à Paris, si tu vois ce que je veux dire, oui, ont été les 3 en même temps, donc il a fallu gérer. Donc mon chiffre d'affaires n'a pas augmenté, bien sûr, mais il n'a pas baissé pendant ces 3 années. Dès que j'ai quitté le CNB, enfin pas quitté le CNB parce que c'est pas vrai, j'ai pas quitté le CNB, j'ai été réélue, mais dès que j'ai quitté la commission, nouvelles technologies, mon chiffre d'affaires a augmenté quasiment de parce que 30%. Ouais. Donc, si tu veux, pour moi, ça a été vraiment quelque chose que j'ai offert pendant 3 ans à la profession. Mais ça a et que tu t'es offert à toi-même parce que mais j'ai appris des choses. Tu peux pas imaginer la densité, ce que ça m'a apporté à titre personnel et intellectuellement comme je me suis enrichie. Donc c'est certain que c'est pas du tout, c'est pas ce que j'appellerais du bénévolat pur et dur, parce que pour moi ça a été une expérience exceptionnelle, vraiment. Vraiment, je regrette en rien la prise de parole en public, la force de conviction. J'ai appris énormément. Et j'ai beaucoup travaillé
pour être de meilleur en meilleur. Et je pense que la façon dont j'ai fini mon mandat est beaucoup plus chouette que la façon dont je l'ai commencé. J'ai beaucoup évolué en 3 ans. En fait, en plus d'amasser des connaissances dures sur la profession et ta créativité intellectuelle, etc., dans cette activité, ça a été aussi une source de développement de compétences autres, enfin de soft skills, comme on dit en anglais, que finalement tu n'avais pas de matière à développer dans ton activité quotidienne en tant qu'avocat. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que je pense que ça donne... d'abord, c'est des enjeux, ce qui permet ensuite de gérer d'ailleurs des dossiers à plus gros enjeux. C'est des vrais enjeux, tu vois, on parlait d'enjeux importants, ce que ça coûte à la profession. On était quand même 60 000 avocats à l'époque. Je gérais des choses à enjeu. Et ça m'a permis aussi de voir à qui j'avais affaire, entre guillemets. Donc de me réaliser et de réaliser mes compétences à ce moment-là et de voir mes capacités de réaction, mes capacités de décision. Tu vois, c'est quand tu te retrouves face à des difficultés que tu sais aussi, entre guillemets, à qui t'as affaire. Et j'ai appris à me connaître aussi dans ces situations. Et alors, la conciliation en termes d'agenda a été tout à fait jouable. Bon, je ne me suis pas arrêtée, je n'ai pas pris de congé maternité, tout ça, je n'ai pas besoin de te le dire, c'est certain. Mais au-delà de ça, ce n'était pas le temps mon problème à ce moment-là, parce que j'arrivais à tout gérer. Bien entendu, je me suis appuyée sur ma collaboratrice, et elle le sait, et on le sait toutes les deux, ça a été évidemment pas simple ni pour elle ni pour moi. Mais au-delà de ça, le plus difficile, c'était surtout de redescendre dans mon cabinet, si je puis dire. Parce que je gérais justement des choses à gros enjeux. Et puis après, je rentrais et c'était des discussions sur des points de dossier, etc. Et c'était difficile pour moi de m'occuper des dossiers de mes clients. Donc j'ai dû faire vraiment des efforts pour pas abandonner le cabinet, pour rester mobilisée, pour continuer de servir mes clients. C'était plus ça. C'est-à-dire que tu vois, tu es à la chancellerie le matin, tu gères des problématiques en direct avec Christiane Taubira et toutes les équipes sur des gros enjeux de la profession, et puis pouf, tu redescends, tu fais l'assemblée générale ordinaire de monsieur et madame Michu, tu vois, il faut le faire, quoi. Et j'avais du mal. Il faut pas que ça te monte à la tête, il faut que tu te rappelles d'où tu viens, il faut que tu te rappelles pourquoi tu le fais, tu vois, c'est toutes ces choses-là que tu le fais parce que tu es avocat, et tu es avocat parce que tu as tes clients exactement. Que tu sers. Donc ça a été vraiment le truc le plus difficile, je trouve. Pas tellement en termes d'organisation du temps, même si quand le temps a été libéré, je l'ai tout de suite ressenti. Et aussi ce fameux passage donc de présidente de commission hyper occupée, hyper sollicitée, hyper machin, hyper truc, à rien. Enfin, juste membre de base du CNB. Où là, ça a été difficile aussi, parce que faut accepter ce petit vide. Je pense que tout le monde l'a vécu, les anciens bâtonniers, enfin, parce que tu vois, t'es sur-sollicité, et puis du jour au lendemain, plus rien, quoi. Tu n'es plus personne, entre guillemets, en tout cas, plus personne qu'on vient solliciter pour X, Y raison. Donc ça aussi, il a fallu gérer. Je pense que c'est le plus difficile, entre guillemets, parce que, voilà, moi, je suis tout de suite rebondie sur d'autres choses. Je suis partie sur mon 134. Et donc, ces autres choses, notamment, c'est mon 134. Je me suis beaucoup investie dans le cabinet. Et voilà. Bon, après, on s'est séparés avec Jérôme, et donc 1er janvier 2018, création de Bold. Et Bold, vraiment, c'est un cabinet que vous pensez comme une entreprise. Comment est-ce que parce que vous êtes des associés, comment est-ce que vous pensez Bold, justement, d'un point de vue, au regard de toutes tes expériences managériales, en termes d'avocat, comment est-ce que vous pensez Bold par rapport à ça? Alors, pour nous, c'est un peu la synthèse de notre histoire. C'est-à-dire que Serge, pour parler essentiellement de Serge, mais en réalité, c'est un peu Serge et Thomas, sont dans l'écosystème start-up depuis très longtemps, et Serge surtout, et ont pour vraiment ambition de faciliter l'entrepreneuriat, de lui donner les moyens d'être crédible face aux investisseurs, de ne pas voir le droit comme un obstacle, si tu veux, de se débarrasser d'un certain nombre d'intermédiaires, de faire rentrer le droit dans la stratégie quotidienne de l'entreprise, d'être des entrepreneurs solides, costauds, qui ne sont pas arrêtés par des méconnaissances ou des problématiques de manque comment je pourrais dire, d'acculturation juridique, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la mission de Serge depuis toujours, et c'est un peu sur ce postulat qu'on crée Bold. Moi, de mon côté, je m'étais extrêmement investie dans la profession, et notamment sur les problématiques d'innovation, où je dis depuis des années que les avocats doivent s'emparer des outils numériques, doivent être plus présents sur Internet, que la marque avocat n'est pas assez présente sur Internet, qu'aujourd'hui, ceux qui prospèrent sur des sujets juridiques ne sont pas les avocats. Un petit peu moins maintenant, mais enfin, ça reste quand même vrai ce que je dis.
En tout cas, je le dis depuis 2008, donc si tu veux, le discours était quand même... voilà. Et je l'ai dit, redit, écrit, bon, bref. Ça a été vraiment mon sujet, et de considérer que finalement, la profession était en train de s'éloigner de son cœur, et donc de perdre le lien avec le client, qui finissait par ne plus croire que l'avocat était utile, lié déjà à notre modèle économique, le fait qu'on fonctionne au taux horaire. Du coup, on a un conflit d'intérêts entre le client et nous, puisque le client, par nature, veut que ça coûte le moins cher possible. Et nous, pour pouvoir prospérer, on est obligé de facturer le plus d'heures possible. Donc, un conflit d'intérêts inhérent à notre modèle économique, un manque d'efforts pour être plus compris de nos clients, pour être plus présent auprès d'eux, pour répondre à leurs besoins sur Internet, etc. etc. Donc, on se retrouve face, et Eleonore qui est avec moi à la CE et qui était aussi dans cet état d'esprit. Donc on fait un peu matcher tout ça, et on se dit maintenant il faut que Bold, ça soit la synthèse de tout ça. Et on se dit, une des façons de faire, c'est déjà et c'était hyper important pour nous, et c'est vraiment le postulat de création et la mission qu'on s'est fixée, c'est de se dire on va réconcilier ceux qui consomment le service d'avocat et ceux qui le produisent. C'est-à-dire que chez nous, il y aura 2 parcours. Le parcours client, qui doit être le plus agréable possible, avec une expérience client qui soit incroyable. Parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, si tu demandes à n'importe qui dans la rue, avocat, il va te dire qu'il veut juste, surtout ne jamais avoir affaire à un avocat, tu vois. Donc c'était vraiment le parcours client, faire que l'avocat revienne au cœur de la stratégie entrepreneuriale et soit de nouveau vu comme un accélérateur du business et pas comme un frein. Et de l'autre côté, le parcours collaborateur, où on voulait vraiment des gens qui sont heureux, qui sont contents de venir le matin, qui s'épanouissent dans leur boulot, qui vivent l'entrepreneuriat, qui comprennent ce que c'est que l'entrepreneuriat, et qui se sentent investis de mission, et si tu veux, qui n'aient pas le sentiment d'être dévalorisés. Parce que le constat que l'on fait, d'ailleurs que tu sois avocat à ton compte ou que tu sois dans un grand cabinet, c'est que le client a toujours le sentiment de payer trop cher. Toujours. Et d'ailleurs, ça write-off dans tous les sens, dans tous les cabinets, tu fais des remises sur tes factures. Et d'ailleurs, tu négocies le prix une fois que la facture est envoyée, c'est quand même assez extraordinaire. Il n'y a que dans notre profession que ça existe. Normalement, tu négocies au moment du devis, pas au moment de la facture, tu vois. Donc, c'est quand même assez frappant. Tous les clients négocient des honoraires aujourd'hui, alors que moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, aucun client ne négociait un honoraire d'avocat. Et de l'autre côté, tu as des avocats ou des collaborateurs qui ont l'impression de ne pas être assez payés, quoi. Soit le collaborateur a l'impression de ne pas être assez payé, soit l'avocat, quand il produit un travail pour le client et que le client lui demande une remise, il dit mince, avec les études que j'ai faites, avec la valeur que j'ai apportée, je ne comprends même pas qu'il ne va pas me payer. Donc c'est de la frustration de part et d'autre. Et c'est vraiment cette frustration-là qu'on veut faire disparaître chez Bold. Et donc, alors, je ne te dis pas qu'on a réussi, mais c'est l'objectif. Non, mais pour se concentrer sur justement le parcours collaborateur, comment est-ce que vous le concevez concrètement? Comment est-ce que vous recrutez? Comment est-ce que... Je sais pas, comment est-ce que vous travaillez ensemble? C'est du work in progress, Lila, donc on est loin d'être arrivé. Mais les premières étapes, déjà, on a commencé par le parcours client, pour la simple et bonne raison qu'il était plus important pour nous, bien entendu, de travailler en priorité. Mais parallèlement, on a travaillé le parcours collaborateur, il y a déjà des choses sur lesquelles on a avancé. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que la première étape, c'est que si on changeait de modèle économique, ça allait être un cercle vertueux, et pour le client, et pour le collaborateur. La problématique du modèle économique du taux horaire, ou du forfait, qui sont du faux taux horaire déguisé en forfait, on va pas se mentir, parce que quand le forfait est explosé, tu finis par revenir au taux horaire. Donc bon, c'était de dire, on arrête de faire la prime aux gens qui n'ont pas de vie, qui peuvent travailler le plus tard possible, qui sont productifs parce que finalement, ils peuvent faire 8h, 23h tous les jours, qui n'ont pas d'enfants. Bref, la prime aux gens qui finalement ne sont pas très intéressants. C'était déjà la première réflexion, de dire en cassant ce système du taux horaire, en cassant ce système de la productivité du collaborateur lié à sa rentabilité par rapport au nombre d'heures qu'il a billé, déjà, on se réaligne. On se réaligne avec nos clients et on se réaligne avec nos équipes. Et dire maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on va attendre du collaborateur? Le collaborateur qui sera important chez Bold, ça ne va pas être celui qui va biller 110 heures par semaine, tu vois. Mais le collaborateur, je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, je ne sais même plus où j'en suis. Le collaborateur qui sera important chez Bold, c'est celui qui va faire des matrices, qui va essayer de faire des choses qu'on peut reproduire pour pouvoir gagner du temps les fois d'après, qui va prendre le temps de réfléchir à la façon dont il travaille maintenant pour créer un process pour la prochaine fois. Évidemment, quand tu bosses au taux horaire, tu t'en fous de faire ça, parce que tu dois biller chaque opération.
Donc, ce qui compte, c'est pas de faire quelque chose qui se reproduit. Chaque opération reprend en soi. Donc, évidemment, si tu vas de plus en plus vite, tu es de moins en moins productif. Et donc, tu n'es pas... Oui. Tu peux Donc pas être primé vous voulez là-dessus. des collaborateurs qui sont créatifs, Et qui font gagner de qui l'argent à sont nos clients innovants, à terme. qui vous font des propositions. Exactement. Voilà. Donc, tu vois, je pense qu'on s'est dit, c'est un cercle vertueux. Alors, tu vois, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au bout du chemin. Hein. Bon, d'ailleurs... Le bout du chemin n'existe pas. Il n'existe pas, un, et deux, c'est le chemin qui est intéressant. Mais on s'est dit, c'est déjà chouette. C'est-à-dire que demain, je dis bien demain, hein, parce que c'est un chantier mais incroyable, finalement, tout le monde pourra peut-être finir très tôt parce qu'on va peut-être mettre que 12 minutes pour sortir un acte, parce qu'on aura des super systèmes technologiques qui vont venir nous aider, que le collaborateur s'en fichera d'envoyer l'acte 12 minutes après avoir reçu la demande du client, parce que vu que le client n'est pas auto-horaire, il n'a rien à prouver, et à pas faire croire que c'est hyper complexe, qu'il faut 4 heures pour écrire son timesheet, 4 heures. Tu vois, on pense que c'est ça l'avenir en fait, de cette profession, et c'est comme ça qu'on va réconcilier les deux branches, celui qui consomme et celui qui produit. Et donc, le parcours Collab n'est pas totalement déconnecté du parcours client. Tu vois, pour l'instant, c'est notre premier constat. Après, évidemment, il y a tout un tas d'autres trucs. Là, on a beaucoup travaillé sur les primes, on a beaucoup travaillé sur les rémunérations. C'est loin d'être simple. On se prend bien le tapis, on fait des choses. On est en itération permanente. Mais vous en parlez ensemble avec les collaborateurs ? Avec les collaborateurs, on essaye de communiquer le plus possible. Et c'est loin d'être simple, mais c'est vraiment l'objectif. En tout cas, on essaie d'être hyper fair et de faire quelque chose qui nous remplissent tous de joie. En fait, on crée le cabinet où on se dit le matin, on est content d'être là, on est content de venir, on participe à un projet entrepreneurial. C'est pas... voilà. Moi, je crois, et j'ai parlé avec beaucoup d'amis dans ce cas, et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours refusé, c'est quel que soit ce que tu gagnes à la fin du mois, que ce soit le SMIC ou des sommes colossales, si ça devient alimentaire, et crois-moi, tu peux gagner beaucoup d'argent et ça devient alimentaire. D'abord parce que ton train de vie l'exige, ou parce que finalement tu ne donnes plus de sens. Tu peux finir en burn-out, tu peux être malheureux profondément. Il faut surtout pas faire ça. C'est mon avis. Et vous voulez pas ça pour vos collaborateurs ? Parce qu'il y a nombre On veut ni pour nous, ni pour nos collaborateurs. Oui, non, mais je veux dire, il y a plein de cabinets qui se posent pas du tout cette question. C'est-à-dire que... Donc c'est pour dire que vous, en tout cas, vous avez ce postulat-là, qui est un postulat réfléchi. Ah oui, c'est un objectif. Oui. Voilà, donc c'est... Ça fait partie de notre mission. Et on veut que ça se ressente, que le client le sente, qu'on est heureux. Que, si tu veux, nos collaborateurs ont envie de travailler pour nos clients, ont envie d'être proactifs pour eux, parce qu'on est tous alignés. Voilà, je pense que c'est ça qui est important, cet alignement. Et oui, ça se ressent, nos start-upers ne sont pas des clients faciles. De toute façon, il n'y a pas de clients faciles, mais les start-upers... tu vois, ils n'ont pas cette notion de l'avocat, ils nous traitent vraiment comme des prestataires de services, on est une commodité, donc on travaille énormément sur ces questions-là. Je veux dire, c'est vraiment un sujet qui nous tient très à cœur, la façon d'ailleurs dont on traite nos équipes. Tu vois, tu parlais du parcours Collab tout à l'heure, on ne s'est pas séparé de beaucoup de clients depuis que Bond est né, 2 fois seulement. Et de 2 fois, c'est pas parce qu'ils avaient dépassé le nombre d'heures consommées dans leur abonnement, parce que tu sais, c'est un abonnement illimité. Donc un abonnement illimité, on pourrait très, très bien se dire, si c'est pas d'un client, c'est parce que le mec a consommé 200 heures et qu'il a payé 6 000 € l'année, tu vois. Mais c'est pas du tout les raisons pour lesquelles on a arrêté les abonnements. Les 2 cas où on a arrêté les abonnements, c'était parce que nos équipes étaient maltraitées. Traitées vraiment de façon inacceptable. D'ailleurs, c'est une discussion qu'on a eue et tout est rentré dans l'ordre, tout le monde s'est excusé, il n'y a pas eu de problème, mais... En tout cas, vous vous êtes positionné. Tout de suite. Voilà, c'était notre priorité et ça nous a fait mal, parce que c'était des clients qu'on n'avait pas envie de perdre, qu'on aime fort, qu'on aime toujours autant, parce qu'on aime beaucoup les startups et plus elles sont disruptives et plus on les aime. Mais à un moment donné, il faut faire un choix et c'est les équipes qui passent devant. Et ça, toutes les équipes le savent. Voilà. Après, le client aussi a le droit à l'erreur et on leur laisse l'opportunité de s'excuser et de parler à nos équipes en disant que ça n'a pas été très intelligent, mais qu'ils vont faire un effort sur l'avenir. Mais ça a été les raisons pour lesquelles on a rompu la relation, c'est un problème de, entre guillemets, mauvais traitement, si je puis dire. Voilà. Ouais. Et c'est très intéressant tout ça. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. J'ai 3 petites micro-questions pour terminer l'interview. La dernière chose qui t'a procuré de la joie.
La dernière chose qui m'a procuré de la joie, tu me parles de travail là? Tu me parles de quoi? De tout. La dernière chose qui t'a procuré de la joie, si tu réfléchis, enfin sans réfléchir justement. C'est difficile de te répondre comme ça du tac au tac. D'abord parce que je suis assez... j'ai une personnalité qui fait que je m'enthousiasme très très vite pour beaucoup de choses, plein de petits détails. Ben, c'est génial. Voilà. Et donc du coup, j'ai des petites joies Et alors c'était quoi cette dernière petite joie quotidienne dont tu te souviens en tout cas? Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je suis sortie du bureau de la CE, j'ai été pour prendre mon vélo, j'ai vu qu'il faisait beau, j'ai mis mes lunettes de soleil, je me suis dit quel bonheur de faire du vélo dans Paris quand il fait ce temps-là, et j'étais super contente. Donc voilà, et super. Tout est comme ça. Et par exemple, un autre exemple concret, je suis en train de travailler sur un sujet en ce moment qui est donc le système d'information, et j'adore. Et ça me procure une joie immense quand je suis focus sur quelque chose et que, boum, une information arrive de l'extérieur et nourrit mon travail. Et ça me procure une joie. C'est instantané. Je suis heureuse. C'est-à-dire que n'importe, quelqu'un m'appelle et me donne une information qui m'aide dans ce que je fais, un mail que je reçois qui me donne... et je me dis, c'est génial parce que ça s'aligne. Tu vois, je suis sur un sujet et boum, c'est comme si l'univers m'envoyait des informations en me disant, c'est bien, t'as raison de travailler là-dessus, on va t'aider. Voilà. Quelque chose qui t'a particulièrement inspiré dans ton parcours ou dernièrement? Quelque chose qui m'a particulièrement inspiré. Alors là aussi, c'est pareil. J'ai une inspiration qui est multiple, enfin qui est protéiforme. Tu vois, vraiment protéiforme. Donc particulièrement inspirée. Je suis particulièrement inspirée tout le temps et par plein de choses. Tu vois, par exemple, là, je suis en train de travailler beaucoup sur le marketing. Ça m'intéresse parce qu'on a recruté une personne au marketing et j'ai envie vraiment de pouvoir bosser avec elle de façon intelligente. Et donc, j'ai lu tout un tas de bouquins sur je lis beaucoup de livres. J'ai lu tout un tas de bouquins sur le marketing. Ça m'a énormément inspiré. Je ne connaissais pas en fait. Je me rends compte que j'en fais de façon empirique, mais que, bon, en même temps, c'est pas... Tout le monde fait du marketing de façon empirique en fait. Et ça m'a énormément inspiré. J'ai lu un bouquin récemment, tu vois, je te parle de trucs récents, de Charles Pépin, que je ne connaissais pas, sur la confiance en soi. Le titre est mauvais parce que c'est pas du tout le sens du livre et c'est très philosophique et c'est hyper intéressant. Et il y a tout un chapitre justement sur la particularité de la décision, l'importance de la décision et la différence entre décider et choisir. Et j'ai trouvé ça hyper profond. Donc c'est mon kiné qui m'a donné le bouquin, tu vois. Donc, comment s'appelle le bouquin? Il s'appelle La confiance en soi. La confiance de en Charles soi. Pépin. Charles Pépin. Et tu vois, je l'ai lu et je ne me décollais pas. C'était extrêmement inspirant. Mais de toute façon, un peu tout m'inspire, tu vois. Je peux regarder une série et être inspirée. Je peux regarder un documentaire et être inspirée. Je peux discuter avec des gens et avoir une inspiration. C'est un peu tout le temps comme ça. Donc. Et une question un peu subversive. Qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Le plus souvent quand même un jean. mais en réalité je suis assez fashion victime, donc je porte tout ce que je peux et voilà, j'aime beaucoup les fringues, donc je ne me lasse jamais de m'inspirer de la mode et d'essayer un peu d'être dans l'air du temps. De temps en temps, enfin, en tout cas 4 à 5 fois par semaine, des vêtements de sport. Oui, du coup. Merci beaucoup Clarisse pour cette interview, c'était passionnant. Merci beaucoup Lila. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à laisser un commentaire et des étoiles sur iTunes ou l'application podcast que vous utilisez, à me le dire en privé, à remercier Clarisse et aussi à en parler autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fleurs d'Avocat.